Alors, le changement climatique nous oblige à repenser notre société, nos transports et notre consommation. Si vous ne le savez pas, la France est l'un des pays où le climat se réchauffe le plus vite après l'Arctique. L'Europe de l'Ouest, dont la France fait partie, se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que les autres pays situés aux mêmes latitudes dans l'hémisphère. Cette hausse des températures, vous l'avez remarqué, elle bouleverse les conditions météo avec des canicules plus précoces, plus intenses. On en a eu quelques exemples ces derniers étés. Elle augmente également la quantité de précipitations qui tombent, avec parfois des inondations. Là aussi, on a eu quelques exemples au cours des derniers mois, au nord et à l'ouest du pays. Alors évidemment, vous entendez parler de réchauffement climatique sans arrêt. Et je fais d'ailleurs partie de ceux qui vous en informent au quotidien sur la télévision ou encore le web, les réseaux. Je m'appelle Karine Durand, je suis journaliste spécialisée en météo, climat et environnement. Et le problème, je vous le rappelle, c'est que plus nous émettons de gaz à effet de serre avec nos activités, plus le monde se réchauffe et plus les conséquences sur la météo, la nature, notre société sont grandes. Pourtant, nous voulons évidemment continuer à nous développer, à nous déplacer et à nous divertir. Mais comment ? Eh bien, il faut changer nos façons de faire. Il n'y a pas d'autre choix. Les Jeux Olympiques sont le plus grand événement du monde. Cet événement se doit donc d'être à la fois un exemple en matière de transition écologique, mais aussi un gigantesque laboratoire d'expériences. Des expériences qui vont servir à d'autres réalisations pour le futur, que ce soit évidemment pour d'autres événements sportifs, mais aussi pour des événements culturels ou d'une manière générale pour tous nos besoins futurs. Alors je sais bien que les discours sur le changement climatique et la transition écologique peuvent être décourageants, mais ici, ce ne sera pas le cas. Nous allons rendre les choses concrètes, nous allons proposer des solutions. Alors nous allons recevoir sur scène des experts qui sont déjà là. Ils sont partenaires de Synergy Lab, dont les entreprises participent à la décarbonation de l'événement. La décarbonation, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, ce sont les mesures qui permettent de réduire nos gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, qui est un gaz particulièrement réchauffant sur le climat. Alors ces Jeux 2024, ils suscitent beaucoup d'enthousiasme, mais aussi un petit peu de crainte, évidemment, quant à leur impact écologique. Je vais vous citer quelques chiffres impressionnants. Paris va accueillir plus de 800 épreuves sportives, héberger et transporter 15 000 athlètes, former 45 000 volontaires, servir 13 millions de repas, garantir évidemment la retransmission télévisée des Jeux à travers le monde. Tout ça représente évidemment un coût environnemental. Frédéric Lebrun, je commence par vous. Vous êtes directeur délégué énergie à Paris 2024. Vous travaillez donc sur l'enjeu énergétique des Jeux avec des solutions innovantes, notamment en partenariat avec Enedis et Marc Fleury juste à côté qui nous parlera juste après. Bonjour, bienvenue déjà. Bonjour, merci. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est de montrer que les Jeux Olympiques sont un véritable laboratoire d'innovation. Parmi ces innovations, la grande nouveauté, c'est de se connecter au réseau électrique. C'est vraiment la particularité de ces Jeux 2024. En fait, l'idée, c'est d'éviter l'usage d'un groupe électrogène. Oui, en effet, les Jeux ont une volonté d'avoir des Jeux aussi bas carbone que possible dans un contexte qui a été rappelé par Monsieur le maire et qu'on connaît tous sur le réchauffement climatique. Donc, les Jeux Paris 2024, depuis la candidature, s'inscrivent dans un contexte de Jeux aussi bas carbone que possible. Et donc, toutes les directions de Paris 2024 ont pour mission de réaliser leur mission avec un bilan carbone aussi bas que possible. L'énergie électrique des Jeux est un élément constitutif de ce bilan carbone. Merci. Vous l'avez déjà un petit peu mentionné. On se rappelle des Jeux Olympiques de Londres, pas très loin de chez nous, qui ont été organisés il y a 12 ans. Alors en 12 ans, le monde a quand même beaucoup changé et forcément la manière d'organiser les Jeux a aussi changé. Et là, en fait, on prévoit une réduction de 50% de l'empreinte carbone à Paris comparé à Londres. C'est vraiment énorme. Oui, c'est énorme. Alors il y a différents choix structurants qui ont été faits au moment de la candidature. Donc très très tôt dans le projet, c'est déjà de très peu construire. Quelques chiffres, mais globalement, ce que vous reteniez, c'est que le choix du raccordement électrique a permis très concrètement d'éviter l'émission de 13 000 tonnes équivalent CO2 pendant la durée des Jeux. Et c'est déjà énorme. Alors ces Jeux, c'est évidemment une grosse étape, mais en fait c'est juste une première étape au final, vers une nouvelle manière de concevoir, d'organiser des événements.
On peut se poser la question, du coup, en quoi les événements du futur, après ces Jeux de 2024, seront différents au niveau écologique? Alors, je ne sais pas lire le futur, mais en tout cas, notre ambition est de dire que si on peut le faire pour les Jeux olympiques et paralympiques, on peut le faire pour n'importe quel événement. L'originalité au niveau énergétique de ces Jeux, c'est le principe zéro groupe électrogène et raccordement au réseau public de distribution. La France va donc organiser des Jeux olympiques et paralympiques avec une énergie exclusivement issue du réseau électrique, et c'est une première mondiale. On va en parler avec vous. Quelques chiffres avant, la production d'électricité est responsable en 2022 d'environ 40% des émissions mondiales de CO2. Le secteur progresse énormément. On assiste à une électrification du monde, mais on va parler de deux réalisations emblématiques pour ces Jeux, le GEZE et le portail pour la consommation. Commençons par le groupe électrogène zéro émission qui va être déployé à Versailles lors des Jeux Olympiques. Ça va vraiment servir de test, en fait, d'expérience pour être ensuite intégré vraiment à beaucoup plus large échelle. Exactement. On a vu aussi les Jeux comme une vitrine pour accélérer nos démarches innovation. Frédéric l'a dit, sur les enjeux de raccordement, c'est déjà découvrir un nouveau segment de clients, mais on va plus loin. Enedis utilise aussi des moyens de groupes électrogènes qui fonctionnaient au fuel, historiquement. C'était la technologie qu'on utilisait quand on met du temps à raccorder ou à dépanner les clients. On amène un groupe électrogène mobile qui permet de refournir de l'énergie et de l'électricité. Et on a décidé de décarboner cette flotte de groupes électrogènes vers des groupes électrogènes zéro émission batterie. On en a une dizaine sur la France et on va en installer 6 en partenariat avec Paris 2024 sur le site de Versailles qui va accueillir les épreuves de cross-country. Le déroulement des Jeux Olympiques va demander beaucoup d'énergie, évidemment. Il faut en plus rappeler que ces Jeux vont se dérouler entre fin juillet et mi-août pour les Jeux Olympiques. C'est la période la plus favorable aux canicules en France. Ensuite, il y aura les Jeux paralympiques entre fin août et début septembre. C'est aussi une période favorable aux canicules. On l'a vu en 2023 avec une canicule d'ailleurs tardive en septembre. Donc autant dire qu'avec les fortes chaleurs, la dépense énergétique sera évidemment énorme, notamment en termes de climatisation. On va en parler justement. Comment Engie va travailler sur la production d'énergie pour justement réduire ces émissions de gaz à effet de serre? Vous travaillez sur deux éléments, le village des athlètes et la piscine. Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, nous sommes impliqués sur la décarbonation du village des athlètes et puis de la piscine olympique. Et justement, on va parler un petit peu plus en détail du village des athlètes. Ce village des athlètes, il va avoir plusieurs objectifs. Évidemment, accueillir les athlètes pendant les Jeux olympiques, mais ensuite, il va être réutilisé aussi. Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au XXIe siècle, encore une fois, on ne peut pas se permettre d'avoir des infrastructures éphémères aussi amples et puis les laisser tomber après sans notion de ce que l'équipe des JO a appelé d'héritage. Je rappelle que ces Jeux qui vont se dérouler en plein été pourraient subir une canicule. D'ailleurs, la ville de Paris a fait des tests il y a quelques mois pour se préparer à une éventuelle canicule. Donc effectivement, le concept de réseau de chaud et de froid va être particulièrement important. On a parlé du village des athlètes, parlons de la piscine olympique aussi, qui va être très innovante dans sa manière d'être chauffée. Et elle aussi, elle va servir de test pour d'autres réalisations futures. Oui, alors on va parler de l'Adidas Arena plus spécifiquement. C'est un stade donc implanté porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. Ce stade, il a été pensé pour représenter, pas seulement les Jeux évidemment, mais les enjeux de la ville de demain. En quoi ce stade est un bâtiment durable ? Alors, tout d'abord, le stade fait partie d'un des seuls ouvrages qui ont été construits pour les JO. C'est comme l'a dit Frédéric, effectivement, la France ne voulait pas beaucoup construire, mais on avait quand même besoin de certains ouvrages. Et donc, l'Adidas Arena, c'est un bâtiment qui est porte de la Chapelle, qui va héberger pendant les Jeux 2024, donc les épreuves de badminton et les épreuves de gymnastique rythmique. Voilà. Et quand on parle de bâtiment durable, en fait, c'est un bâtiment qui n'a pas été construit que pour les Jeux 2024. C'est un bâtiment qui a été réfléchi avant tout comme un ouvrage qui va servir demain et après-demain. On parle de l'Adidas Arena, mais en fait, Equans travaille sur d'autres bâtiments également. Au niveau de l'évolution du climat, il faut quand même s'attendre à un réchauffement qui va être significatif ces prochaines années. Un petit exemple, en Île-de-France, donc ici, Météo France prévoit 16 à 20 journées anormalement chaudes
par an, caniculaires donc, en 2050, contre moins de 15 avant 2005, donc une nette augmentation. La température de 50 degrés qui nous paraissait être avant du domaine de la science-fiction est tout à fait possible ces prochaines années en Île-de-France lors d'un pic de chaleur de manière très temporaire. Donc tout cela, ça peut faire un petit peu peur, mais du coup, qu'est-ce que Equans, qui travaille dans le secteur du bâtiment, a fait pour anticiper cette hausse inévitable des températures ? Alors, dans le cadre de la construction de ce bâtiment, en fait, ça a été vraiment réfléchi. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a construit ce bâtiment, quand on a réfléchi à ce bâtiment, on s'est vraiment projeté sur le très long terme. Et en fait, pour faire les études énergétiques du bâtiment, donc savoir comment il allait consommer, on a vraiment pris en compte les hypothèses de cette température d'augmentation de la température en 2050. Merci à tous. Nous arrivons donc à la fin de cette conférence qui était très enrichissante. Alors vous l'avez compris, les Jeux Olympiques, c'est un véritable laboratoire d'expérience, mais aussi un exemple pour construire la ville de demain avec en plus de nombreuses perspectives professionnelles. Et pour cela, je vous invite évidemment à poursuivre la visite du salon,